Évidemment, sur Boursorama, on aime parler du pouvoir d'achat des Français. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même ce décalage, ce paradoxe apparent où d'un côté, on a des Français qui ont le sentiment, quand on les interroge, que leur pouvoir d'achat baisse, alors que l'INSEE en face, les chiffres, le thermomètre, les statistiques disent le contraire. On en parle avec Éric Caillard. Bonjour Éric. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors quand on regarde les chiffres, c'est mathématique, enfin, c'est ce que nous dit l'INSEE, qui est assez catégorique. Alors c'est une moyenne, c'est un chiffre, voilà, 1,8%. Hausse du pouvoir d'achat des Français en moyenne, 1,8% selon l'INSEE. Bon, les moyennes, on sait que ça recouvre évidemment des disparités, voilà. Mais juste, comment l'INSEE arrive à ce résultat? Il est indiscutable et on dit merci la baisse de la taxe d'habitation, merci la baisse des cotisations salariales. C'est ça qui... Non, vous allez vite. Hein. Non, c'est-à-dire que globalement, c'est principe, oui. Ça, hein. Non, mais oui, il faut rappeler. Donc, le pouvoir d'achat, c'est l'écart entre le revenu disponible des ménages. Donc, dans ce revenu disponible, il y a essentiellement des salaires, mais les salaires auxquels on retire les cotisations, il y a un certain nombre d'impôts directs. Et après, il y a les prestations également. En plus, ouais, voilà, dans ce revenu. Et il y a aussi l'excédent brut d'exploitation quand on n'est pas salarié. Donc, c'est l'ensemble des revenus du ménage. Bon, dit en français, c'est la somme qui nous reste à dépenser tous les mois une fois qu'on a tout payé, non? C'est ça? Enfin, tout payé en termes de taxes. Non, taxes, cotisations, taxes directes, indirectes, impôts. Ah non, oui, d'accord. Alors, parce qu'après, on le compare au prix et à l'augmentation de ces prix. Donc, ces prix, vous avez des taxes indirectes. On augmente la TVA, ça fait et tout ce qui est au-dessus, c'est le pouvoir d'achat. Et voilà, l'écart, c'est le pouvoir d'achat. Mais on raisonne en moyenne, dans les deux cas, hein, dans le revenu disponible des ménages et dans les prix. Et donc, vous voyez, les prix, on regarde un panier moyen d'un consommateur moyen, mais qui n'existe pas, ce consommateur moyen. Vous voyez, on peut considérer que quand on est en province ou à Paris, dans des grandes villes, on n'a pas le même panier de consommation. On peut considérer que quand on est à un haut revenu ou un bas revenu, on n'a pas le même panier de consommation. Donc, on peut considérer que personne ne se retrouve dans cette moyenne, et y compris dans les revenus. Vous voyez, dans la progression du revenu, vous voyez, entre vous qui avez une carrière qui explose et qui est déjà à très haut niveau et qui explose, et une autre, c'est pas les mêmes. Et donc, quand on fait la moyenne, personne ne va s'y retrouver parce que vous allez dire, finalement, moi, mon pouvoir d'achat a augmenté beaucoup plus. Donc, c'est du pipeau, pardon, non, c'est pas du pipeau. Non, c'est pas un chiffre qui est réel, mais personne s'y retrouve parce que chaque profil est différent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre moyen, qu'il faut faire des études par décile de revenus, qu'il faut... Alors, les déciles, c'est en découpe là. Quand je dis décile, on peut aller en quintile ou en quartile, mais regardez les 10% les plus aisés, est-ce qu'ils voient leur revenu augmenter plus que les 10% les plus modestes? Enfin, rentrer dans le détail. Et à cela se rajoute également cet indice des prix. Vous voyez que c'est très compliqué à appréhender. Je pense que c'est l'inflation qu'on a le plus de mal à appréhender. Pourquoi? Parce que d'abord, on a dit qu'il partait d'un panier de consommation qui était moyen, mais en plus... Moyen mais réaliste. Oui, assez réaliste. Mais par ailleurs, vous voyez, il y a à l'intérieur de cela, l'INSEE intègre de la qualité. Et là, voilà, alors là, d'un coup, on n'y comprend plus rien. Ou en tout cas, c'est normal de le faire, mais le consommateur ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle par la qualité? Alors voilà, typiquement, vous voulez acheter un ordinateur. Vous allez aujourd'hui à la FNAC, l'entrée de gamme vaut 500 €. Il y a un an, il valait 500 € aussi. Donc vous dites, il n'y a pas eu de baisse des prix. L'INSEE va vous dire, oui, il y a une baisse des prix parce que l'ordinateur que tu achètes à 500 €, c'est pas le même en fait qu'il y a un an. Il est beaucoup plus performant. On intègre. Le consommateur ne le voit pas forcément que c'est beaucoup plus performant parce qu'il utilise. Mais le prix, en réalité, n'a pas baissé. Alors, en réalité, il n'a pas baissé, mais l'indice des prix va dire, oui, l'INSEE va dire, j'ai intégré le fait que ce n'est pas le même ordinateur, donc du coup, j'ai intégré la qualité. Donc, en fait, les prix ont baissé. Et donc, dans l'indice des prix, il y a le fait que dans certains produits, les prix ont baissé. L'indice des prix est un peu minoré par rapport à la réalité dans ces cas-là. Mais non, parce que c'est normal d'intégrer la qualité. Vous n'avez pas le même produit. Donc, c'est normal d'un point de vue décaissement, on a bien décaissé 500 € pour. Ah, oui, mais dans le ressenti du consommateur, ça n'a pas baissé. Et après, il y a d'autres prix qui augmentent très fortement. Prenons les chiffres d'aujourd'hui, enfin de ce mois-ci. L'inflation est de 2,2, c'est-à-dire que les prix ont augmenté de 2,2 sur un an en France. Mais à l'intérieur de cela, vous avez des prix qui ont explosé. Et ça peut être plus 16% sur le tabac, les produits frais, ça a augmenté plus de 7%, le transport a augmenté de 14%, et puis des prix qui ont plutôt baissé. Et ce qui est intéressant, c'est que les produits qui ont vu leur prix augmenter sont les produits de tous les jours. C'est-à-dire que ce que vous payez à peu près tous les jours. Et c'est pour ça, et la clé, elle est peut-être là, elle est sans doute ce ressenti. C'est toujours pareil, c'est comme la météo.
Et à la température, on dit il va faire 10, et en ressenti, on dit que la glace, ça caille. Oui, on peut Il y a le ressenti qui est plus. Voilà. Oui, mais on peut essayer de l'expliquer là par le fait que, effectivement, les produits que l'on achète un peu tous les jours augmentent beaucoup plus vite que l'indice moyen, parce que l'indice moyen intègre le fait que les produits manufacturés, admettons, ont baissé d'à peu près 0,5, alors que vous n'achetez pas tous les jours un produit manufacturé. Et donc, cela fait que globalement, vous vous dites, mais non, mais moi, ce que je constate, c'est que les prix augmentent beaucoup plus vite. Donc, on n'intègre pas ni la qualité, ni le fait qu'on ne consomme pas tous les jours de ça. Donc la différence entre le thermomètre de l'INSEE qui nous dit 1,8% en moyenne avec ce profil dans lequel personne se reconnaît et le ressenti des Français, ça vient de ce décalage-là. Oui. Du fait que les prix augmentent plus sur ce qu'on achète au quotidien par rapport à un ordinateur qu'on n'achète pas évidemment chaque semaine. Mais il y a aussi, et c'est une piste qui va vous intéresser, ce qu'on appelle les dépenses incompressibles. Oui, on ne peut pas y couper. Chaque mois, il faut payer le loyer, le téléphone, la box, les assurances, le chauffage. En fait, c'est vrai, il y a de plus en plus de loisirs et donc de dépenses contraintes. Exactement, effectivement. Et donc le net à dépenser en fin de mois est plus faible. C'est ça aussi qui explique. Oui, on peut considérer que c'est ça. Et alors, non seulement il y a de plus en plus de dépenses contraintes, mais en plus, les prix de ces dépenses contraintes, de ces produits, ont augmenté. C'est ce qu'on dépense un peu tous les jours. Il faut s'habiller, il faut se nourrir, il faut se loger. Ben ça augmente beaucoup plus vite qu'un certain nombre. Et puis les nouveaux loisirs, encore une fois, le digital, les nouveaux loisirs sont intégrés, avec des abonnements partout. Oui, mais alors, pour le digital, là, ce que nous dit l'INSEE, c'est que le service digital, lui, le prix aurait plutôt baissé. Et donc, normalement, on devrait là le ressentir. Mais alors là, c'est l'effet qualité qui fait qu'on n'appréhende pas forcément cet effet qualité lorsqu'on est… Parce qu'on a plus de chaînes, plus de services au même tarif. Exactement. Et ça, on a du mal, nous, en tant que consommateurs, à l'intégrer. Mais vous voyez, ça va même jusqu'à la baguette de pain. C'est-à-dire que la baguette de pain, aujourd'hui, l'INSEE intègre la farine. Il y a une farine qui est de meilleure qualité aujourd'hui qu'avant. Et donc, du coup, le prix de la baguette de pain aurait baissé, alors que quand vous allez chez votre boulanger, vous ne l'observez pas. Donc voilà, je ne dis pas qu'on a fait le tour, on pourrait en faire 1 heure, mais c'est ça, ce sont ces arguments-là qu'on a expliqués. On veut expliquer ce différentiel entre, encore une fois, ce que nous dit la statistique, 1,8% de hausse du pouvoir d'achat, et derrière des Français, quand on les interroge, ils disent non, il est contraint, il est sous pression, mon pouvoir d'achat. Oui, non, mais il y a vraiment les déciles de revenus, c'est important. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans un marché du travail extrêmement dual, avec… polarisé, si vous voulez, effectivement, avec des salariés qualifiés où ils ont un taux de chômage extrêmement faible. Et donc, du coup, la courbe de Phillips, le rapport entre quand le chômage baisse, les salaires augmentent, fonctionne très bien pour les qualifiés et inversement, ne marche pas du tout pour les non qualifiés. Donc, on voit des salaires chez les qualifiés qui progressent plus vite que chez les non qualifiés. Donc, ça fait une moyenne qui fait une progression. Alors qu'en fait, finalement, une grosse partie ne voit pas d'augmentation. Donc ça, c'est assez important. Et après, il y a une vraie réalité. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement désindexe il y a un certain nombre de prestations comme les retraites, comme les allocations logement. Ça touche des gens qui ont une propension marginale à consommer qui est la plus importante. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que là, pour le coup, ils progressent. On peut dire, on vous donne 0,3. Oui, mais l'inflation étant de 2, vous voyez une perte de pouvoir d'achat qui, là, est réelle. Donc, chez les gens qui consomment plus, d'ailleurs, aussi. Et voilà. Et donc là, de ce point de vue-là, mais oui. Et donc, du coup, effectivement, ils consomment plus. Mais ça peut expliquer pourquoi ça peut être un peu récessif. Mais vous voyez que là, on peut voir une grande différence et donc se dire, en moyenne, on ne voit pas, parce que tout ça est masqué. On ne distingue pas le retraité de l'actif, on met tout ça en moyenne. Et donc, le chiffre de l'INSEE est un peu, de ce point de vue-là, un peu frustre, même s'il est utile. Et donc, il faut rentrer dans le décile. Et ensuite, il y a quelque chose qui pollue énormément le débat, c'est qu'en gros, maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les mesures fiscales. Et donc, on n'essaie pas de regarder ce qui se passe sur le marché du travail. Et on se rend compte que les mesures fiscales, effectivement, jouent beaucoup sur la redistribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 budgets qui ont été votés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, privilégient un certain nombre de citoyens par rapport à d'autres. Alors, c'est soit les plus aisés par rapport aux moins aisés, soit les actifs par rapport aux inactifs. C'est un jeu de bonne taux, disent certains. Et voilà, donc du coup, globalement, ça ne fait rien. C'est-à-dire que globalement, sur le pouvoir d'achat moyen… c'est un point de PIB de baisse des prélèvements obligatoires. Oui, mais il y a les dépenses publiques aussi qui sont économisées, donc, puisqu'ils votent quand même des budgets qui sont un peu, Pierre Moscovici le dira sans doute un peu plus, sont légèrement d'austérité, pas suffisamment par rapport à nos engagements, mais globalement, il n'y a pas d'impulsion positive. Donc, on voit bien que c'est de la redistribution que l'on fait. Et lorsque vous faites de la redistribution, la moyenne vous dit ça ne fait pas grand-chose. Par contre, ceux qui sont touchés
par ces mesures fiscales où ils disent ah ben non, mais moi je vois ma situation se dégrader. Donc pour comprendre vraiment cela, il faut rentrer dans le détail des déciles et même aller aussi dans les régions. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, avoir un SMIC lorsque vous habitez à Paris ou un SMIC lorsque vous habitez en province, ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Donc tout ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Bon, merci pour ces explications. On manque de temps, mais il revient, Éric Gaillard, dans 15 jours pour nous parler de son dernier livre avec Pascal Loquiec et Dominique Méda, qu'on connaît bien. Une autre voie est possible. Voilà, le modèle social français n'est pas mort. C'est chez Flammarion. On en parlera tranquillement dans 15 jours et vous serez obligé de revenir. Allez, merci. Avec plaisir.